Donc, je ne vais pas me remercier moi-même de m'avoir invité, ni François, mais en tout cas, je vais vous remercier, vous, d'être là. Alors, moi, je vais aborder un autre aspect de cette recherche Ville d'idées, où l'on s'est intéressé aux conditions de l'inscription urbaine des souterrains. Alors, à partir de la Défense, on a essayé d'identifier des qualités spatiales, mais aussi des qualités d'usage à prendre en compte potentiellement en aménagement. Alors, ça n'a pas été évident, on peut vous le dire, parce que déjà, on part avec des clés de lecture qui nous orientent, qui nous préorientent, et notamment dès qu'on parle de ville, on a derrière cette idée d'espace continu, et on ne remet jamais réellement en cause cette continuité. Alors nous, on n'y a pas échappé, puisque d'emblée, on s'était donné comme hypothèse que les connexions dessus-dessous étaient des lieux clés, notamment pour assurer l'enchaînement des espaces entre sur-sol et sous-sol. Assez vite, cette hypothèse a été invalidée. Elle a été invalidée parce qu'en fait, elle supposait des caractéristiques communes entre le dessus et le dessous. Et surtout, elle mettait sur le même plan l'extériorité et l'intériorité des espaces. Donc moi, c'est surtout d'intériorité dont je vais vous parler, avec un constat qui est une lisibilité complexe des souterrains et de leur intériorité. Parce que être en souterrain, en fait, c'est comme si on abordait la ville depuis l'intérieur, sans aucune référence à l'extérieur d'ailleurs. C'est un peu comme dans ce plan de Rome que Giambattista Noli a dessiné en 1748, où il dessine les rues et l'intérieur des édifices où l'on peut rentrer de la même façon en blanc par rapport au reste qui est noir, qui est privé ou dans lequel on ne peut pas rentrer. Donc on a une vision, sur ce plan, on a une vision de la ville depuis son intérieur. On l'a vu ce matin, la ville souterraine de Montréal s'appelle la ville intérieure. Et le paysagiste Pierre Bélanger a fait toute une étude sur les souterrains canadiens, et il a repris en fait le même code de représentation cartographique que Giambattista Noli pour représenter les souterrains de Montréal, de Toronto et d'autres villes. Sauf que dans ces plans, l'intérieur des églises, des bibliothèques, des forums, ce sont des salles d'échange et des centres commerciaux. Si on change d'échelle et qu'on voit l'ensemble, donc ici c'est Toronto, tous ces blancs forment des poches d'activités souterraines qui sont reliées par des connexions ou par des couloirs horizontaux ou des connexions verticales d'ailleurs, avec une particularité, c'est que cette ville intérieure, elle ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Elle dépend du taux de fréquentation. La visibilité de ces lieux souterrains dépend de leur fréquentation, dépend des jours de la semaine, dépend des moments de la journée. Et on a finalement différentes villes, différentes poches d'activités qui vont s'activer ou pas. L'autre particularité, on en a pas mal parlé ce matin, c'est que la conception de ces espaces est orientée par la fluidité d'accès au transport ou par la facilité d'achat des produits. Donc leur agencement obéit à une logique qui est celle de l'origine-destination, propre au transport. Et d'ailleurs, quand on cartographie
Donc ça, c'est la carte officielle à droite du réseau souterrain de Toronto, mais c'est la même chose à Montréal, c'est la même chose au Japon, hein, avec la présence plus ou moins de ce qu'il y a en surface, mais finalement cette présence en fait du plan de la ville de surface n'est pas très importante. Et cette cartographie reprend en fait le même principe cartographique que Harry Beck a inventé en 1933 pour représenter le métro de Londres et qui représente aujourd'hui tous les métros et moyens de transport de tous les pays. C'est une représentation abstraite, on le voit clairement, qui va surtout privilégier la topologie du réseau, son organisation d'ensemble, aux dépens de la position géographique de chacune des stations. On voit clairement la visualisation de connectivité entre des points du réseau, les stations de métro dans les transports en commun et dans la ville souterraine, les stations de transport en commun, les centres commerciaux ou les équipements. Ce point de vue englobant, qui nous donne effectivement une vision d'ensemble de ce réseau, occulte par contre complètement le temps et l'espace du trajet. Il occulte aussi un fait important, c'est qu'en souterrain, et on le voit dans les plans en négatif, on n'a jamais de vision d'ensemble, on n'a jamais de vision lointaine. Les lieux se découvrent au fur et à mesure. Sur Koutou, ils se découvrent uniquement à partir du point de vue de celui qui se déplace. Catherine nous l'a dit. Mais avant Catherine, Jules Verne nous l'avait parfaitement bien décrit dans Voyage au centre de la Terre, puisque son héros, le professeur Lindenbrock, alors équipé de tout un instrument de mesure, tout ce qui peut exister pour prendre des mesures de distance, de pression, d'humidité, donc part à l'exploration du centre de la Terre. Mais en fait, quand on lit, pour estimer sa position ou pour se repérer, il se réfère toujours à lui, à sa vitesse de marche, à son oreille. C'est finalement lui le principal étalon de mesure, malgré tous les instruments qu'il développe. Alors nous, on s'est intéressé au sous-sol de la Défense, c'est beaucoup moins exotique que le centre de la Terre. Alors bon, la Défense, vous connaissez tous, c'est un quartier prototype de l'urbanisme de Dalle, où les flux piétonniers et les flux routiers sont séparés. Ce qui nous a intéressés, c'est que ça induit des situations d'interface où le piéton abandonne son moyen de transport, qui sont particulièrement intéressantes à étudier, notamment pour comprendre le fonctionnement des espaces souterrains. Alors, pour décrire juste brièvement le fonctionnement de ces espaces, il y a différentes strates. Il y a une strate la plus profonde où il y a le métro, l'autoroute, le RER, même si c'est à deux niveaux différents. Et il y a une strate, ici, enfin je ne sais pas si c'est toujours en gris à l'écran, parce que dès que je touche le truc, ça bouge. Alors, un peu en gris marron en bas, il y a une strate qui est une strate en fait d'échange, avec une salle d'échange multimodale, Cœur Transport, qui connecte tous les moyens de transport, mais qui connecte aussi aux centres commerciaux et à l'esplanade. Il y a sur cette même couche, de l'autre côté, à l'aplomb de tous les immeubles, toute une multitude d'ascenseurs qui relient les parkings aux étages des tours. On a des connexions essentiellement verticales qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Au-dessus, au niveau -1, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce que dans cette strate a priori technique, c'est là où vont se situer les principales interfaces,
avec des usages variés, hein, comme se garer, prendre le bus, assurer l'entretien technique ou se déplacer même d'un point à un autre, vont se juxtaposer aux fonctions techniques. De fait, les habitants, les salariés, les visiteurs ou les techniciens s'y croisent, mais ils y croisent aussi les voitures. Dans cette complexité, dans cette stratification propre à l'urbanisme de Dahl, nos explorations ont montré que verticalement, en fait, il est assez facile de se repérer. Déjà, les escalators atténuent les coupures entre les niveaux. On passe très facilement d'un niveau à un autre avec l'escalator. Et les ascenseurs sont d'un emploi très facile. On en connaît tous le fonctionnement. Et si l'on n'a pas peur de l'ascenseur, c'est une issue facile à trouver qui rassure. Et en plus, il relie tous les niveaux de la même manière. Dans cette stratification verticale, ces dispositifs, en fait, atténuent les ruptures et organisent, en fait, une complémentarité et une continuité entre les niveaux, hein, même s'il y a des ruptures de charge entre l'espace qu'on quitte, le dispositif que l'on prend et l'espace dans lequel on se retrouve. Donc, il y a cette complémentarité entre infrastructure et superstructure. Par contre, horizontalement, c'est complètement l'inverse. Là, on est clairement dans un labyrinthe avec des occupations de commerce, de services ou de logistique qui forment des îles souterraines. Elles ont chacune leur propre unité, leur propre système de connexion verticale, mais sans aucun lien ou très peu de lien dans le plan horizontal, ou en tout cas une compréhension et une visibilité de ces relations horizontales qui est quasi impossible. À nouveau, ça nous ramène à l'intériorité, puisque ce labyrinthe, on va le découvrir de l'intérieur et forcément de façon progressive, avec une difficulté qui est de trouver des critères pour caractériser cette intériorité. C'est d'autant plus difficile que ces souterrains construits et aménagés, surtout artificiellement et techniquement régulés, que ce soit à Montréal, à Tokyo ou à La Défense, sont tous les mêmes. Ces espaces très techniques, mais je dirais même trop techniques, éclairés et ventilés artificiellement, sont en fait des lieux qui sont hors du temps qu'il fait, hors du temps qui passe. Et je citerai Rem Koolhaas, qui a pointé le fait que la ville contemporaine était composée de junk space, qui sont des centres commerciaux aux enseignes, avec enseignes, services et restaurants en tout genre, qui sont des parkings, qui sont des salles de sport, qui sont des gares. Et les gens se retrouvent dans ces environnements confinés, dont la plupart, ou dont beaucoup sont en souterrain, mais pas seulement. L'intériorité est ici produite par la régulation des ambiances de manière complètement artificielle. Alors, je vais décrire la manière dont Rem Koolhaas décrit le junk space, je cite, « C'est le produit de la rencontre de l'escalator et de la climatisation, conçu dans un incubateur en plaque-au-plâtre, tous trois absents des livres d'histoire. La continuité et l'essence du junk space, il exploite n'importe quelle invention qui peut favoriser l'expansion et déploie l'infrastructure de l'ininterruption. L'escalator, la climatisation, l'asperceur, la porte coupe-feu, le rideau d'air chaud. Il est toujours intérieur et tellement extensif qu'on en perçoit rarement les limites. Il favorise la désorientation par n'importe quel moyen.
miroir, surface lisse, écho. La description s'applique mot pour mot au souterrain de la Défense. Dans ces espaces complètement lissés, complètement aseptisés, on est aux antipodes de l'ambivalence symbolique des souterrains qu'on évoquait ce matin, dans laquelle l'historienne Rosalind Williams y a vu l'origine d'une esthétique sublime appliquée au souterrain. Pour elle, comme le paysage de montagne a été inventé au XVIIIe siècle avec les explorateurs et l'essor de l'alpinisme, de la même manière, le paysage souterrain est né au XIXe siècle, un siècle plus tard, avec les progrès des techniques de creusement, mais aussi le développement de la spéléologie. Ce sublime de la profondeur fascine autant qu'il fait peur. C'est cette dualité de l'imaginaire et du symbolisme des souterrains qu'avait aussi mis en avant l'Institut de philosophie de Lyon, où c'est à la fois un danger, mais c'est en même temps un abri. Il y a toujours une double polarité qui a été abondamment utilisée en littérature, au cinéma ou dans la bande dessinée, avec ici un extrait d'une planche de Blueberry. Alors aujourd'hui, ce sublime, de manière plus quotidienne, a été remplacé par un goût pour l'insolite. Insolite qui est un monde rêvé ou une curiosité touristique dans laquelle on va aménager des hôtels ou des bars insolites, ou en tout cas se posant comme tels, qui n'ont rien à envier avec la folie que Louis II de Bavière s'est fait aménager, la grotte de Vénus, dans son château, sorti tout droit d'un opéra de Wagner. Par contre, dès qu'on n'est plus dans ce cas de figure, quand on est dans des souterrains sans aucune valeur patrimoniale ou qui n'ont rien d'insolite, c'est à nouveau la technicité qui devient dominante, comme si un environnement où la lumière, le renouvellement d'air, le son et même l'hydrométrie sont artificiels, pouvait rassurer. C'est pas si évident que ça. En effet, quand on est dans un souterrain, y compris construit, on a une très forte proximité aux parois. Catherine l'a rappelé. On a des sensations, des textures, des matières, des odeurs et des sons qui sont exacerbés. Il y a une présence très forte de l'environnement. Nos peurs aussi sont exacerbées. On peut en faire facilement l'expérience dans des grottes, mais c'est aussi vrai dans les sous-sols de la Défense. C'est ce que nous ont montré ces explorations et ces expériences avec Micheline Lelièvre. Mais dans ces environnements justement lissés, artificiellement régulés, c'est autre chose qui devient dominant, c'est la présence ou l'absence des autres, c'est ce qui s'y passe. Et c'est une seconde définition de l'intériorité qui, elle, a été une figure littéraire et photographique, puisque Paul Valéry, dans Présence de Paris, et plus tard Jean Starobinski dans La capitale des cygnes, disent que Paris devient lisible lorsque l'habitant se la représente au travers d'une nébuleuse d'événements. C'est l'intériorité que Brassailles a cherchée derrière les façades des bars ou des cabarets. C'est celle que Françoise Huguet a cherché dans les intérieurs de toutes les capitales mondiales. C'est celle que Max Armengo a cherché dans les coulisses des institutions culturelles ou politiques. Ce qui est intéressant dans ces photographies,
c'est qu'on voit bien que l'intériorité de ces espaces s'évalue à partir de sujets qui sont en situation. C'est un peu ce que traduisent ces photos de la Défense, alors sans leur talent ni l'esthétique des photographes que je cite, mais ils pointent bien cette interaction entre l'individu et son environnement. Ils montrent aussi des situations qui sont souvent décalées, où les tunnels routiers sont des garde-bus, des accès techniques au réseau à entretenir, comme je le disais, des linéaires de stationnement où le stationnement est interdit, ou des passages piétons pour sécuriser la voie de traversée interdite aux piétons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les aménageurs, en fait, là où le danger devenait ingérable, ont aménagé ces interdits en créant des passages piétons dans les voies interdites aux piétons et en aménageant des circulations, des stationnements de roues, là où les deux roues ont l'habitude de se garer. C'est de ça dont je veux parler en disant, en intitulant ma présentation « Parcours souterrain aménagé à partir des pratiques ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est aménagé à hauteur d'œil, puisque c'est la seule hauteur qu'on a quand on est dans un souterrain. Et on le voit bien dans ces photographies, hein, la vision à hauteur d'œil a été revendiquée dans les années 60, dans les approches de planification. C'est aussi ça qui est important, avec l'idée que l'homme comprend et utilise son environnement par rapport à lui. Alors Kevin Lynch ou William White aux États-Unis, ils voyaient une clé de l'aménagement qualitatif des espaces publics et de préservation des paysages. Des architectes de Tim Ten, en particulier Allison et Peter Smithson ou Aldo Van Dyck, mettaient l'accent sur une composition architecturale modelée par l'usager. Pour eux, les espaces habités, quelle qu'en soit l'échelle, forment un réseau continu parce qu'ils sont reliés par des pratiques. En termes de conception, ça s'est traduit par des projets qui se sont adaptés à des lignes matérialisant des usages ou des postures pour dessiner des environnements adaptés à ces pratiques. Mais c'est une stratégie de liberté qu'on retrouve dans la conception paysagiste contemporaine où Michel Corajou dit qu'il cherche à stimuler des imaginaires d'usage et offrir des opportunités variées sans afficher de fonction spécifique. Et effectivement, nos explorations ont montré que la structure spatiale des souterrains était d'abord une structure narrative qui était forcément rapportée à l'expérience que les usagers ou les sujets avaient de cet espace-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stimuler des imaginaires d'usage en souterrain? Comment y arriver? Peut-être en commençant par faire remonter l'information sur ces pratiques, puisque ce niveau -1, par exemple, des souterrains de la Défense, c'est un lieu de vie extrêmement important, dont personne ne sait réellement ce qui s'y passe. Avec une spécificité, c'est que cette configuration spatiale est autant temporelle. Ces temporalités s'organisent autour de fonctions dominantes de transport, de commerce, et rythmées donc par les achats ou les déplacements. Mais ces espaces accueillent aussi des itinéraires beaucoup plus libres, des lieux de rendez-vous, des lieux de pause, improvisés, ou surtout des utilisations à des moments perdus. Et cette seconde structure, tout autant spatio-temporelle, reste totalement invisible, alors qu'elle contribue largement à la vie de ces espaces. C'était clairement le cas dans ce nouveau niveau -1, où finalement, ce qui nous servait à nous repérer, ce n'était pas tellement les lieux, c'était les autres
Le chemin du métro, on le repérait parce qu'aux heures de pointe, il suffisait de suivre la file. Alors aujourd'hui, on a tout un tas d'outils interactifs dans la mouvance de la Space Syntax, où on peut visualiser les flux, les points d'accessibilité, les choix de cheminement, des connectivités, des gradients d'attractivité. La conception des espaces, en fait, peut être informée par ce qui se passe en temps réel. Un des exemples très connus, c'est l'aménagement d'Oxford Circus à Londres, à partir, en fait, de la modélisation des flux et des comportements piétons. Mais en même temps, il faut faire attention que cette couche d'information localisée et quantifiée n'informe pas sur les tactiques individuelles. Là, je renvoie à Michel de Certeau, pour qui ces tactiques sont mobilisées pour s'adapter à des circonstances et à des environnements. Ces tactiques, elles organisent aussi des cadres de vie. Le paysagiste Lorenz Alprim, aussi dans les années 60, s'est basé sur des systèmes de visualisation comme des partitions musicales ou chorégraphiques, des notations, pour justement garder trace de tous ces mouvements, de ces organisations des cadres de vie dans un cadre extérieur et les intégrer à sa conception. Il s'agit maintenant de les expérimenter en souterrain où la question clé de l'aménagement, c'est pas tant y intégrer des usages ou des programmes attractifs qui vont faire descendre les gens, c'est surtout organiser la succession spatiale et temporelle des pratiques dans des usages clairs d'achat, de transport, mais aussi dans tous ces usages qui donnent lieu à des transgressions qui nécessitent de la liberté. Et oui, les souterrains ouverts au public sont des espaces publics. Mais ça on l'a un peu abordé, on pourra peut-être l'aborder en débat, je terminerai là-dessus, avec cette idée de concevoir des environnements où l'on sait que l'on est en souterrain, où l'on sent que l'on est en souterrain. C'est-à-dire où l'on est proche des parois, où on n'a pas forcément de lumière, où on peut avoir de l'eau, où on peut avoir de la végétation, mais reste à savoir à quel prix, puisque cette végétation n'arrive pas forcément de manière simple et naturelle. C'est remettre ces espaces-là dans une logique de la quotidienneté de la pratique de la ville. Voilà. Merci infiniment.